Présentation vidéo de l'article scientifique en vue de l'obtention du titre ostéopathe DO à l'International Academy of Osteopathy. Influence des rotations de l'humérus sur l'épaisseur de la terrine sous-tubérositaire, objectivation par des radiographies, hypothèses, applications pathologiques et considérations ostéopathiques. Auteur Dupuis-Florent, promoteur Le Guillon-David. Lors d'une formation en thérapie manuelle portant sur l'épaule et ses lésions ostéopathiques, le formateur nous a montré 3 radiographies, un cliché en rotation neutre, un autre en interne et un autre en externe, nous faisant constater qu'il y avait une ascension en rotation interne, tout en mettant ceci en lien avec la lésion en supériorité de l'humérus ainsi que le placement pathologique de l'espace sous-acromial. Ceci a conduit à cet article scientifique ayant pour but principal de démontrer par des clichés radiographiques s'il y a bien une ascension de la tête humérale en rotation interne passive et pour objectif secondaire d'observer s'il y a au contraire une descente en rotation externe, une ascension suffisante que pour provoquer une diminution pathologique de la terrine sous-tubérositaire, d'émettre des hypothèses quant à ce qui provoque cette ascension en rotation interne et de voir si celle-ci a une application ostéopathique tant au niveau du bilan qu'au niveau du traitement. Concernant la population de l'étude, nous avons 11 sujets, 10 droitiers et un gaucher, 4 hommes et 7 femmes. Voulant observer un mouvement biomécanique physiologique, nous avons besoin d'épaules saines, donc ayant un âge situé entre 18 et 30 ans, le risque d'insuffisance de coiffe augmentant après 30 ans, ne pas présenter d'antécédents du membre supérieur ou du rachis, ni d'activité lourde, ne pas présenter de gènes ou d'avoir de notions de traumatisme récent ou ancien. Pour rappel, le but étant d'observer des épaules saines et les sujets devant être capables de participer à l'étude, les critères d'exclusion sont ne pas répondre aux critères d'inclusion, présenter diverses maladies, qu'elles soient neurologiques, psychiatriques, rhumatoïdes, inflammatoires ou dégénératives, et avoir une capacité de compréhension suffisante. Concernant le protocole radiographique, nous avons choisi le protocole de RELAC, se prêtant à ce que nous voulons démontrer. Pour ce protocole, le sujet se présente en décubitus dorsal, ce qui a pour avantage de supprimer l'effet de la pesanteur et de bloquer l'omoplate contre la table, ce qui évite les compensations de l'homothoracique lors des rotations. Le bras est le long du corps, en rotation neutre, le rayon est vertical, donc perpendiculaire au plan de la table. Ce protocole est particulièrement adapté, supprimant l'effet de la pesanteur et permet d'observer la biomécanique de l'épaule lors des rotations sans que le poids du bras ne tracte vers le bas, augmentant l'espace sous-acromial, comme c'est le cas en position érigée. Il est parfaitement reproductible, le rayon étant perpendiculaire pour chaque sujet, non opérateur dépendant de par sa simplicité, non patient dépendant étant un cliché statique positionnel, et concernant l'évaluation de l'espace sous-acromial, il s'agit du test le plus sensible. Nous avons cependant dû apporter quelques modifications, le but étant d'évaluer l'effet des rotations. Nous avons rajouté également un coussin sous le bras, afin que le bras soit parallèle à la table, donc perpendiculaire au rayon, et ce qui correspond à la position de référence. Il n'y a des clichés radiographiques que d'épaule droite afin d'être reproductible et systémique. Nous avons informé le sujet de ce qui allait se passer et qui ne devrait pas nous aider, ce qui provoquerait des mouvements de l'homothoracique et entraînerait une mise en tension musculaire, ce qui fausserait les résultats puisque nous évaluons des rotations passives. Nous avons vérifié à chaque fois le bon positionnement du sujet, ainsi que sa détente pour éviter que les muscles viennent fausser les résultats en modifiant la position de la tête humérale, et l'absence de compensation de l'homothoracique sur le cliché radio. Pour le cliché en rotation neutre, la paume est sur la face latérale de la cuisse pousse tournée vers le haut, ce qui correspond à notre position de référence classique et non à notre attitude spontanée moyenne, qui est notre position de référence physiologique. Donc la position de référence classique correspond à 30 degrés de dérotation externe par rapport à notre position de référence physiologique. Ceci est dû à la prédominance des rotations internes. La rotation neutre prise comme référence n'est donc pas notre attitude spontanée, mais bien la position de référence classique. Concernant le cliché en rotation interne, le coude est collé au corps, fléché à 90 degrés, la paume de la main sur le ventre, ce qui correspond à une rotation interne moyenne de 60 degrés, variable en fonction du volume de l'abdomen. Concernant la rotation externe, le coude est collé au corps, fléché à 90 degrés, l'avant-bras pend latéralement, qui correspond à une rotation externe terminale en moyenne de 50 degrés. Des points de repère précis et facilement établissables ont été choisis après avoir fait les radiographies, tels que le sommet de la tête humérale comme point de repère supérieur et mobile, et le pôle inférieur de la cavité glénoïde comme point de repère inférieur et fixe. 2 droites horizontales partent à ces points de repère, ensuite 2 droites
verticales les rejoignent et mesurent la distance les séparant. Après avoir pris les différentes mesures, nous avons choisi le test statistique des rangs de Wilcoxon afin d'établir des moyennes et de voir si ces différences sont significatives. La moyenne de ces mesures nous a démontré que la distance séparant les points de repère était plus petite en rotation externe, un peu plus importante en rotation neutre et encore plus importante en rotation interne. En effet, nous avons obtenu 48,9 mm en rotation externe, 50,2 mm en rotation neutre contre 52 mm en rotation interne, ce qui va bien dans le sens de l'ascension de la tête humérale lors de la rotation externe à la rotation neutre et de la rotation neutre à la rotation interne. Concernant la différence entre la rotation neutre et la rotation interne, nous avons obtenu que des ascensions. Chez les 11 sujets, nous avons obtenu une ascension moyenne de 1,78 mm en moyenne, allant de 0,41 à 4,59 mm. En effet, en rotation neutre, dans le fichier de graphique 6 juin, nous avons obtenu 46,63 mm contre 51,22 mm en rotation interne, ce qui va bien dans le sens de l'ascension de la tête humérale. Il y a donc une différence significative à 99,9%. Pour ce qui est de la rotation neutre à la rotation externe, nous avons obtenu 7 descentes et 4 ascensions. La descente la plus importante a été de 5,29 mm contre une ascension de 2,61 mm. En effet, dans les l'échelle de graphique, nous observons en rotation neutre 49,29 mm contre 44,34 mm en rotation externe. Comme il y a eu des ascensions et des descentes, la différence n'a pas été significative, même à 95%, et nous avons obtenu une descente moyenne de 1,34 mm. Concernant la différence entre la rotation externe et la rotation interne, nous avons obtenu 9 ascensions et 2 descentes. L'ascension la plus importante a été de 5,62 mm contre une descente de 1,06 mm. La différence est significative à 99,9%. Pour ce qui est de l'ascension à rotation interne qui était l'objectif principal, nous avons bien obtenu une ascension significative à 99,9%. Elle a été obtenue chez tous les sujets. Elle vaut 1,34 mm en moyenne, allant de 0,41 à 4,59 mm chez l'échantillon étudié. Concernant son application pathologique, il est indispensable de rappeler la valeur moyenne de l'internit sutuberositaire qui vaut 10,5 mm en moyenne. Sa limite pathologique est fixée à 7 mm et lors de notre rotation interne, nous avons obtenu une ascension allant de 0,41 à 4,59 mm. Cette ascension peut donc être pathologique, mais dépendra de la valeur de départ de l'espace sous-acromial. Nous comprenons que si cette valeur est limite, le fait de rajouter une rotation interne qui la diminue encore plus peut la faire passer de limite à pathologique. Elle dépendra également du degré de rotation interne. Pour rappel, il est nécessaire d'avoir 30 degrés de rotation interne supplémentaires par rapport à notre position de référence physiologique, donc à notre attitude spontanée moyenne, que pour obtenir ce résultat-là. Ce sera donc considéré comme étant un facteur aggravant. Pour ce qui est de la descente en rotation externe, nous avons obtenu une majorité de descentes mais également des ascensions, ce qui fait que la différence n'est pas significative, même à 95%. Pour ce qui provoque cette ascension en rotation interne, nous sommes basés sur ce qui limite la rotation interne au niveau musculaire et capsulo-ligamentaire, ainsi que l'influence des propriocepteurs sur le tonus et de l'architecture de l'articulation. Nous savons que les muscles limitant la rotation interne sont les muscles sus-épineux, sous-épineux et le petit rond. Nous constatons que la résultante de leur décomposition longitudinale qui traduit leur influence au niveau de la position de la tête humérale est horizontale et donc non ascendante, ce qui ne va pas dans le sens de nos observations si nous ne tenons pas compte de l'obliquité de la cavité glénoïde comme le démontre l'étude de Basmijan. Lors de son étude, il a réalisé une traction verticale dans l'axe du bras contre le corps, et a mesuré l'activité électromyographique. Il a constaté que ce sont les muscles sus-épineux et deltoïdes postérieurs qui ont réagi, qui ont une orientation horizontale et non ascendante, comme nous aurions pu le penser. Ceci est dû à l'obliquité de la cavité glénoïde. Pour descendre, la tête humérale ainsi que son centre doivent se déplacer latéralement. Donc la résultante des décompositions longitudinales des muscles sus-épineux, sous-épineux ainsi que du petit rond peuvent provoquer l'ascension de la tête humérale, puisque pour se déplacer vers le dedans, la tête humérale doit se déplacer vers le haut. Ceci est dû au fait que la cavité glénoïde est oblique. Pour ce qui est des origines capsulo-ligamentaires, nous savons qu'il s'agit de la capsule et du faisceau postérieur du ligament gléno-huméral inférieur qui limite la rotation interne. Nous observons lors des compositions longitudinales
Le ligament gléno-huméral inférieur tend légèrement vers le bas, mais est largement surpassé par la composante longitudinale de la capsule qui tend vers le haut, ce qui va bien dans le sens de l'ascension de la tête humérale. Pour ce qui est des propriocepteurs, ils influencent bien le tonus des antagonistes, et nous savons qu'il y a un oscillance électromyographique entre 40 et 45 degrés de rotation interne. Par contre, pour ce qui est de 60 degrés de rotation interne, nous n'avons pas d'informations, donc il est difficile de parler des propriocepteurs dans l'hypothèse. Concernant l'architecture de la glène et de la tête humérale, nous savons que son obliquité va influencer la mise en tension musculaire et capsulo-ligamentaire, que la rotation interne va provoquer une rotation plus postérieure de la tête humérale, ce qui augmente la congruence avec un mouvement de vissage vers le haut. Au niveau ostéopathique, ceci sera intéressant pour des lésions en supériorité de l'humérus et plus particulièrement concernant la diminution pathologique de l'espace sous-acromial permettant d'agir sur son épaisseur. Il sera également intéressant d'en tenir compte au niveau du bilan postural du patient. Nous savons déjà que la syphose thoracique ainsi que l'antéposition diminuaient l'épaisseur de la narine sous-tubérositaire. Nous savons désormais que nous devons également tenir compte de l'état rotatoire de l'épaule qui l'influence également. Concernant l'examen local, il sera intéressant d'agir sur ce qui provoque cette rotation interne. Donc au niveau musculaire, il s'agit des muscles grand pectoral, grand rond, grand dorsal et les muscles sous-scapulaires. Nous devrons donc agir sur leur innervation, les changements trophiques éventuels, ainsi que les propriocepteurs, postures et les habitudes fonctionnelles qui font que ceux-ci sont plus sollicités. Nous devrons également agir sur le système capsulo-ligamentaire qui provoque cette ascension en rotation interne, à savoir la capsule, qui a également une tendance ascendante, les ligaments gléno-huméraux supérieurs et moyens qui fixent également la rotation interne et qui ont également une composante longitudinale ascendante, ainsi que sur les deux faisceaux du ligament coraco-huméral qui ont la même constatation. Il faudra également agir sur les structures qui sont responsables de l'ascension en rotation interne passive, donc les muscles sus et sous-épineux, ainsi que la capsule. Il faudra agir également au niveau de l'homothoracique, ceci va influencer l'état rotatoire de la gléno-humérale. Il faudra travailler sur l'axe, puisque ceci va influencer le tonus musculaire des muscles de l'épaule, ainsi que sur la vascularisation et les changements trophiques. Conclusion, il y a bien une ascension aux rotations internes, elle a été prouvée chez tout le monde, dans l'échantillon. Elle sera considérée comme un facteur aggravant dans le pincement pathologique de l'espace sous-acromial et présente bel et bien un intérêt en ostéopathie pour les pincements pathologiques de l'espace sous-acromial permettant d'agir sur son épaisseur. Concernant les études pouvant la compléter, il serait intéressant de réaliser un cliché radiographique en attitude spontanée et un autre position de référence physiologique et d'observer la différence obtenue. Est-ce que quelqu'un qui a une prédominance très importante, supérieure à la moyenne des rotateurs internes, aura une diminution si on le ramène à position de référence physiologique? Il sera également intéressant de faire des clichés radiographiques par 5 degrés de rotation interne afin de voir s'il n'y a pas un seuil critique d'ascension de la tête humérale. Il serait également intéressant de faire la même étude sur des sujets présentant un pincement pathologique de l'intervention sous-tubérositaire ayant observé jusque-là ces clichés radiographiques chez des personnes saines. Il serait également intéressant chez des personnes présentant une lésion en supériorité et une lésion en rotation interne de traiter la rotation interne, ensuite d'évaluer la lésion en supériorité pour voir si celle-ci n'a pas diminué. Merci pour votre attention.